Salut la piraterie de la boxe, le Capitaine Crochet. Crochet, 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 crochet. Dans son nouveau salon, après un long déménagement, je suis de retour pour vous faire une petite vidéo de retour, vite fait, bien fait, une vidéo de réflexion sur l'été boxe qu'on vient de vivre. On est le 1er septembre et cet été a été marqué par beaucoup de boxe par rapport à d'autres étés auparavant. Donc voilà ce que j'en ai pensé, des petites réflexions que je vais lancer avec vous. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord et vous mettrez vos commentaires dans les liens en bas de la vidéo. Et voilà, donc on va commencer par le gros événement de l'été, c'était les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui, bon ben, vous le savez, moi, me passionnent pas forcément. Je suis de moins en moins passionné par le sport en général. J'ai de plus en plus de doutes sur tout et tout le monde. Voilà, je vois peut-être, c'est mon esprit paranoïaque qui voit du dopage partout, mais je n'arrive plus à être enthousiaste et à m'enflammer pour le sport. Je m'en aperçois de plus en plus, même pour la boxe, ça devient de plus en plus dur. Mais quoi qu'il en soit, la boxe cette année aux Jeux Olympiques était importante parce qu'avec des changements d'organisation et plutôt de règlement, l'arrêt des casques, ce qui était en fait finalement ridicule. Heureusement qu'il y a des spécialistes qui ont prouvé que le casque finalement ne servait à rien en termes de commotion cérébrale, il était pire que mieux. Donc avec les nouveaux bandages au niveau des mains, etc. Il y avait plein de petits détails qui faisaient que c'était intéressant. Ça a été plus ou moins intéressant. Ça m'a jamais passionné la boxe amateur à regarder, à part certains combats ou certains champions. Mais ça m'a conforté dans mon idée que j'avais déjà développée dans la radio Pirate Box, c'est que on est dans une ère surtout chez les francophones, moins chez les Américains, mais et surtout chez les Français, du confusionnisme total. On est dans une ère de confusionnisme total où les échelles de valeur sont toutes mises en égalité, ce qui est totalement absurde. Maintenant, quand on devient champion olympique, ce qui est magnifique, ce qui est génial, ce qui est un exploit sportif, indéniablement, je ne le remets pas en cause, mais on est maintenant au niveau des grands boxeurs, Sugar Ray, Roberto Duran. On compare tout et tout le monde et ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de comparer un champion qui vient d'avoir une médaille olympique maintenant et de le mettre sur le même pied d'égalité qu'un grand champion professionnel. Est-ce que vous allez parler de... Je sais pas, là j'improvise, hein, les noms viennent comme ça, d'Alexis Vastine au même titre que Bernard Hopkins. J'aime Vastine, j'aime Bernard Hopkins, mais c'est absurde de les mettre sur le même pied d'égalité. Ce n'est pas exactement la même chose. La boxe amateur n'est pas la boxe professionnelle. Et les champions amateurs, qui deviennent champions amateurs, comment deviennent-ils légendaires? C'est très rare qu'un champion qui reste amateur devienne légendaire dans l'histoire de la boxe. C'est très rare. Quelques Cubains ont réussi à le faire, et encore, c'est parce qu'on a mis beaucoup de spéculations sur eux. Je parle de Teofilo Stevenson, et notamment de Félix Savane, de poids lourd qui est boxé en amateur puisque cubain et puisque la boxe professionnelle était interdite. Et ils sont devenus légendaires parce qu'ils ont gagné beaucoup de médailles de suite et que est arrivé chez les écrivains de boxe, chez les commentateurs, est arrivé ce phénomène spéculatif qu'on fait tout le temps, c'est que oh là là, qu'est-ce que ça aurait donné? C'était peut-être l'adversaire face à Mohamed Ali. Voilà. Ce fameux discours, j'en ai déjà parlé, Mohamed Ali face à Stevenson, ça vaut rien parce que Stevenson, il a jamais fait des 15 rounds face à des Ken Norton, face à des George Foreman, face à des Chuvalo, face à des tueurs à gages comme Mohamed Ali a rencontré. Donc, ça ne vaut rien, c'était un autre sport et c'est dégradant même
de toujours dire que un boxeur amateur peut être une vraie menace pour un boxeur professionnel. Effectivement, des boxeurs amateurs deviennent des vraies menaces, deviennent des cadors dans la boxe amateur. Le dernier en date, c'est notamment Triple G, qui est notamment d'autant plus un cador chez les professionnels que chez les amateurs. Parce que chez les professionnels, il peut vraiment exprimer sa boxe. Sa boxe, c'est quoi? C'est de pousser au point de rupture son adversaire. C'est un défi physique. C'est un défi physique notamment par rapport à sa puissance. Et donc, la boxe professionnelle est bien plus adaptée pour lui qu'il l'était en amateur. Ou en amateur, un arbitre va toujours surprotéger un boxeur en difficulté et il va le compter bien avant le point de rupture. On le sait très bien. Où le combat sera arrêté alors qu'il aurait peut-être encore pu continuer même si le boxeur est en difficulté. On sait très bien que chez les amateurs, les boxeurs, et c'est pas mal, sont extrêmement protégés. Et donc, on ne peut pas aller au bout de la logique qui est la boxe même. Et la seule vraie boxe, c'est la boxe professionnelle. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux, de l'orgueil, mon sang. C'est notamment pour ça que Triple G est d'autant plus performant en professionnel qu'en amateur. Voilà. Après, il y a des exceptions comme Lomachenko, qui est exceptionnel, ce mec, qui était super en amateur, qui est super en professionnel, voilà. Mais c'est des exceptions, voilà. Et je vais vous dire, le schéma habituel qui fait qu'un boxeur olympique devient légendaire dans l'histoire de la boxe, c'est qu'il a fait une grande carrière professionnelle après. Voilà. Sugar Ray Leonard, s'il s'était arrêté à 1976 à être champion olympique, il aurait marqué un petit peu la petite histoire. Mais il a marqué la grande histoire parce qu'il a sa carrière professionnelle après, qui est magnifique. Et donc, ça a renvoyé après coup, a posteriori, ça a mythifié sa médaille olympique. Et c'est toujours comme ça que ça marche. C'est toujours comme ça que ça marche. Sinon, voilà, il y a plein de boxeurs qui n'ont pas réussi à, comme on dit, breaker, pour employer un terme de tennis, en professionnel, ou qui ont même eu des carrières plus qu'honorables en professionnel, mais qui n'ont pas marqué l'histoire. Voilà, ils ont été champions, et voilà. David Reid, est-ce que vous vous en souvenez? Il a battu Laurent Boudouani, champion olympique 96, et il perd dans un gros combat contre Trinidad. Et après ça, il a dû arrêter parce qu'à cause des problèmes de santé et des problèmes au niveau de son œil. Il a dû arrêter et on lui en veut pas. Mais c'était un très bon boxeur. Est-ce qu'il a marqué l'histoire de la boxe? Non. Non. Voyez-vous, faut arrêter ce confusionnisme. Et donc, les tapis rouges, la surenchère de discours des journaleux sur les champions olympiques aujourd'hui sont aberrants, et seront d'autant plus aberrants dans quelques années quand on aura poussé tellement haut les amateurs et que si ça se passe mal en professionnel, les gens se retournent vers le journaliste. Ouais, mais attends, tu m'as vendu ça comme une nouvelle pépite, et puis là, en pro, alors c'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu m'as raconté? Voilà. Donc, ce qui m'énerve, c'est encore une fois le discours des journaleux. Je les appelle pas des journalistes, je les appelle même pas des commentateurs, parce que l'art du commentateur, c'est de faire passer beaucoup de notions, c'est de transmettre, c'est un rôle éducatif, un rôle d'historien qui n'est jamais fait. Bon sang, enfin, c'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. C'est des vendeurs VRP de bas étage qui s'enflamment pour rien, parce qu'en fait, il faut nourrir de façon sonore un show sur l'instant présent, sur le moment, et je trouve que ça a été ça les Jeux Olympiques. Après, tous ceux qui ont une médaille, c'est exceptionnel, c'est des grands athlètes, et je leur souhaite le meilleur, mais tout est à faire. Maintenant, tout est à faire. Et pour le plus médiatique d'entre eux, Yoka, je lui souhaite vraiment le meilleur, mais encore une fois, tout est à faire. Voilà, je lui souhaite une carrière à la Lennox Lewis. Et je lui souhaite pas une carrière à la Tyrell Biggs. Il faut savoir tout ça. Il faut le savoir. Et Lennox Lewis, son début de carrière, souvenez-vous, parce que moi je fais partie. Commence à vieillir, je me souviens très bien. Mais
tout son début de carrière, on peut dire même jusqu'à ses combats contre Holyfield, tous les journalistes avaient beaucoup de doutes sur Lennox Lewis. Sa carrière était remplie de doutes. Voilà, il n'était pas magnifié comme il a été après. Heureusement qu'il a réussi toute sa troisième partie de carrière, Lennox Lewis, pour rentrer dans la légende. Et donc faire que son titre olympique, ça a une putain de grande valeur, parce qu'il a une carrière incroyable. Mais ça a été très dur, il a eu des chemins de traverse, Lennox Lewis. L'année 95-96, penchez-vous là-dessus, ça a été très dur pour Lennox Lewis, pour qu'il revienne, même 97, même 98, il a eu des années difficiles. Voilà, mais on lui souhaite de devenir le prochain Lennox Lewis pour Tony Yoka. On lui souhaite en plus un Français, un francophone, ça nous fera plaisir, ça ne pourra que nous faire plaisir. Mais encore une fois, quand on parle boxe, je suis désolé, on parle pro. On parle pro. On parle 12 rounds, on parle 3 minutes, on parle des gants de 10 Oz, 8 Oz, des gants secs. On parle de ça, on parle de cette terrible activité humaine qui est la boxe, inhumaine même, faudrait dire. Voilà, c'est dans le dur qu'on sait si les légendes se font ou pas. Voilà. Et dernière chose, dernier point, Arturo Gatti n'a jamais fait les Jeux Olympiques. Hein. Et je peux vous en donner beaucoup de grands warriors, de grands guerriers du ring qui n'ont jamais fait les Jeux Olympiques. Et leur place dans l'histoire de la légende de la boxe est autrement plus importante que des dizaines et des dizaines et des dizaines de champions olympiques. Voilà. Donc c'est simplement ça que je voulais dire, être à contre-courant de tout un discours, une idéologie, un discours dominant qui est écrasant, je trouve, et qui est fait de confusionnisme. Et donc voilà. Donc vive la boxe pro, une boxe pro qui en France est morte, mais qui doit renaître. Mais vive la boxe pro, et la boxe n'est que pro. Voilà. J'espère comprenne qui pourra, et j'espère que vous m'avez bien compris. Je ne suis pas quelqu'un de mauvaise foi. J'ai beaucoup d'affection, de respect pour ce que je viens de voir aux Jeux Olympiques, mais j'espère que vous avez bien compris ma façon de penser, qui est assez rare dans le monde francophone. Voilà, on passe à autre chose. On pose à quelqu'un qui a vraiment, lui, comme on dit, breaké cet été, c'est Terence Crawford. Terence Crawford contre Pistol. Gros combat, et on a vu que c'était deux excellents boxeurs pour faire un 12 rounds incroyable, très technique, mais voilà, Terence Crawford est le meilleur boxeur actuel, je pense. Skill-wise, comme on dit en anglais, en termes de talent pur, Terence Crawford est incroyable, et il confirme, c'est confirmation après confirmation après confirmation, donc je trouve ça excellent. C'était ce que j'ai retenu. Ensuite, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites cet été pour préparer le mois de septembre, donc je vais en profiter pour en parler. Triple G qui confond, peut-être lapsus révélateur, qui va combattre Kell Brooks à Londres. Triple G qui est dans une impasse. Triple G est une vraie menace. Triple G, je pense, n'est pas un talent surfait, est un poids moyen qui sera dans la légende des poids moyens. Et à cause de ça, il n'a aucun adversaire respectable à se mettre sous la main, et il est obligé de piocher un peu comme Canelo l'a fait contre Amir Khan, piocher chez les Walter. Il prend Kell Brooks, qui est un putain de boxeur. But he also needs a counter shot because he can't just block on nice counter right uppercut by Brook, who now goes on the attack. A three-punch combination. That's the uppercut, a very important punch for him, the left hook and the straight right. And that was toward the end of the round. That stunned Sean Porter. The jab of Brook setting up
the 1-2 that Daniel talked about, and then they get on the inside. Kell Brook est un putain de boxeur, mais c'est un poids welter, et avec tout son talent boxe qu'il a, toute sa vision boxe qu'il a, il va, je pense, pouvoir peut-être un peu résister, mais ce n'est pas un poids moyen naturel. Et la boxe est faite de catégories poids pour une raison, c'est parce que les poids moyens doivent se combattre entre eux, comme les poids welter entre eux. Et prendre un poids welter et le faire gonfler pour devenir un poids moyen, ça n'apportera rien, c'est-à-dire ça n'apportera pas un combat incroyable, parce que en fait le combat va être incroyable pour Kell Brook. Je veux dire, Kell Brook va perdre ce combat, Kell Brook va recevoir des punitions parfois, notamment Triple G qui est, je vous le répète, le meilleur coupeur de ring. Il sait rendre un ring très petit, même un grand ring il sait rendre très petit. Regardez tous ses combats, la plupart de ses combats sont faits sur un grand ring. Généralement des punchers comme ça essayent d'avoir un petit ring pour bloquer son adversaire qui va forcément tourner. David Lemieux l'avait fait contre Hassan Enda, mais notamment Hassan Enda avait pleuré après coup que le ring était trop petit. C'est vrai la plupart du temps. Triple G ne fait jamais ça. Triple G laisse les dimensions du ring à son adversaire parce qu'il sait le couper, il sait le rendre petit. Regardez le combat que j'adore contre Willie Monroe Jr. Vous savez que je me rabâche avec ce combat, mais c'est un cas d'école face à un boxeur qui sait bouger, qui sait utiliser un ring, qui sait utiliser l'espace. Il rend les choses très petites. Il a rendu les choses très petites contre David Lemieux de la même façon. Triple G est incroyable là-dessus, et donc il va réussir à le bloquer, Kell Brook, et là on va avoir à faire un faux poids moyen face à un vrai poids moyen, et on va voir ce que ça fait. Et respect à Kell Brook, parce que le combat sera passionnant. Plus le combat va avancer, plus Kell Brook va réussir un exploit. L'important c'est pas qu'il gagne, mais s'il arrive à faire les 12 rounds, c'est juste, pour moi, c'est juste un énorme exploit sportif si Kell Brook fait les 12 rounds. À mon avis, ça s'arrête au 6e round, à la façon de Willie Monroe Jr. C'est-à-dire Kell Brook va réussir, comme Willie Monroe Jr., au 3e, 4e, 5e round, au même round, il va réussir à faire des séries, peut-être poser un petit problème à Triple G, mais un petit problème. Mais voilà. Donc Kell Brook, lui aussi, était dans la même impasse que Triple G, c'est-à-dire il n'avait pas d'adversaire, Amir Khan ne voulait pas le combattre, etc. Il était dans une impasse, personne ne voulait le combattre, donc il accepte ce défi, qui est un défi fou pour moi, parce qu'il peut en ressortir très très usé, c'est-à-dire qu'on peut ne plus jamais retrouver le Kell Brook qu'on apprécie en welter. A good start here to our main event between Porter and Brook. Nice shots there by the challenger as we go. Hand of Brook is a very good punch. Started out by the jab and then lands it and et donc Kell Brook, excusez-moi, il n'y a pas de S à la fin, prend un risque énorme pour sa carrière, mais la boxe est faite aussi de risques presque absurdes que des boxeurs ont pris pour notre plus grand plaisir. Donc on doit respecter. Après, ce combat n'aurait jamais dû avoir lieu, et dans les années 80, avec l'époque des Hagler, des Sugar Ray, Tommy et Roberto, ça serait jamais passé comme ça. Hein. Gloire à eux, aux anciens, gloire à eux, et aux anciens aussi dans les années 30 et 40 comme Henry Armstrong, parce que ça serait jamais passé comme ça, parce que les bonhommes, ils avaient envie d'une chose, c'est de se rencontrer les uns les autres. Voilà. Et on doit cette stagnation de l'état des lieux des poids moyens, à cause et des poids welter et super moyens, enfin, à cause en cas de Canelo, qui fait durer le plaisir à attendre de combattre Triple G. Canelo qui prend Liam Smith, un autre anglais. On n'a jamais demandé ce combat, on s'en fout, tout le monde n'a jamais demandé ce combat. Ce combat, on va devoir se le bouffer. Voilà. Liam Smith est un très bon boxeur. Je pense que face à la puissance et à la cadence de Canelo, il ne pourra pas trop lutter, mais c'est un bagarreur, c'est un très bon boxeur. Il a une boxe faite
mi-tempo, c'est-à-dire il attaque son adversaire à mi-distance pendant des rafales et il part. C'est un peu... c'est très intéressant, c'est une boxe très intéressante. Je ne sais pas ce qu'il pourra donner contre Canelo. Je pense que Canelo va s'ajuster pendant 6 rounds et les 6 derniers rounds vont être très durs pour Liam Smith. Mais c'est un combat plus difficile qu'il n'y paraît pour Canelo. Je pense que Canelo, par grand favori, finira vainqueur. Et puis, même si c'est très serré, de toute façon, on sait très bien que Canelo allait juger avec lui. Hein. Ça se passe à Dallas, au Texas. Hein. Souvenez-vous de tous les combats de Canelo au Texas, hein, aux États-Unis. Je veux dire, même si Liam, que je commence à apprécier rien que par le fait d'essayer de challenger Canelo, je pense que s'il sort le combat de sa vie, malheureusement, il va pas recevoir la décision de sa vie. Donc voilà. Donc un sentiment amer en termes de ce qui nous est proposé, les annonces qui ont été faites, un sentiment très amer. Sauf que le grand combat Ward-Kovalev, comme on vous l'avait dit, c'était prévu, va se faire à Las Vegas mi-novembre, hein, c'est ça, je crois que c'est le 18 novembre, je parle de mémoire. Bah, ça va être cool ça, moi je trouve que ça peut être intéressant, et comme je l'ai dit, comme j'ai eu l'occasion de voir de mes propres yeux André Ward, je pense qu'André Ward va gagner ce combat. Je pense qu'André Ward va faire le combat que Hopkins n'a pas réussi totalement à faire contre Kovalev. Rappelez-vous qu'Hopkins, à 50 ans, il fait 12 rounds contre Kovalev. À 50 ans. Faut avoir un IQ box et une connaissance de la boxe et faut être un professeur de la boxe pour réussir à tenir contre Kovalev à 50 piges, à 50 ans, merde. Regardez les gens qui ont 50 ans autour de vous. Quoi. Voilà, Bernard Hopkins pour moi est un dieu de la boxe. Bref, il n'a pas réussi à faire le combat qu'il voulait, qui est un combat de frustration pour Kovalev. Kovalev a quand même réussi à faire parler ses enchaînements et sa puissance, mais contre Ward, ça va être une autre affaire. Je pense que Ward avec sa jeunesse et avec son talent pur, il va réussir à contrôler Kovalev. Je pense que Ward va réussir à contrôler Kovalev. C'est une sorte il va nous proposer une Mayweather, il va nous proposer une Hopkins des grands jours. Et Ward va, je pense, gagner ce combat en 2 rounds. Et voilà. Kovalev part vraiment pas favori. Kovalev, sur 12 rounds, face à Ward, va peut-être avoir maximum 3 ou 4 occasions. Je dirais même 2 ou 3 moments dans le combat. Comme Pacquiao n'a eu qu'un seul moment contre Mayweather. Et je pense que Kovalev n'aura que 2-3 moments à lui où il va falloir vraiment qu'il fructifie ce moment en touchant Ward, en l'asphyxiant. Et je crois que Ward va quand même contrôler et ça va être une leçon de boxe. Je peux me tromper, mais pour moi, à l'inverse de tout le monde, Ward est grand favori dans ce combat. Voilà, ça ne tient qu'à moi. Voilà, en termes des annonces, c'était les 3 grandes annonces qui avaient lieu. En termes de spécial chronique de Captain Crochet, en sous-carte de Canelo contre Smith, il va avoir Gabriel Rosado contre Willie Monroe Jr. Alors ça, vous me connaissez, ça fait partie de mes 2 boxeurs préférés du moment. Donc ce combat-là, pour moi, il est fait spécialement pour moi. Des boxeurs honnêtes, des boxeurs, on va dire, de seconde catégorie, mais non, en tant que Français, on adorerait les avoir. C'est des boxeurs, pour Gabriel Rosado, qui ont toujours été enthousiasmants. And waiting for Quillen to step in. He's got to take the initiative. Another lead right hand by Rosado. He closes the 4th round strong with Quillen on the ropes momentarily. And that's all Rosado needed to do. Ils ont toujours donné des combats excellents à voir. Souvent volés, Gabriel Rosado. 9 défaites, mais 9 défaites contre Triple G en restant debout, contre Quillin en étant blessé. C'est pas contre Charlo en étant là, en étant juste dominé techniquement.
c'est pas des défaites imméritées, mais c'est des défaites qui sont on va dire, des défaites qui font pas mal, qui font pas mal à qui font pas mal à sa réputation. Voilà, sa réputation, et plutôt, et je pense même que Rosado a fait sa réputation aussi sur ses défaites, parce qu'il a toujours mis du cœur. Donc un guerrier avec beaucoup de cœur, face à un gaucher, un slick southpaw, qui est Willie Monroe Jr., qui lui est beaucoup plus technicien, et qui revient bien après cette terrible défaite face à Triple G. Good luck to both of you. Donc ça peut être très intéressant, et je pense que si le combat est excitant, si le combat est enthousiasmant, le vainqueur de ce combat aura la chance de prendre Canelo, parce que Canelo va continuer à tourner en rond, à nous prendre pour des cons. Donc je mets une pièce, je dirais même mon billet de $5, je le mets sur le futur adversaire de Canelo sera le vainqueur de Rosado, Willie Monroe Jr. Combat facile encore pour Canelo, selon lui, mais quand on se place la perspective de Rosado et Willie Monroe Jr., c'est absolument un grand moment pour leur carrière. Donc moi, je vais suivre plutôt ce combat-là avec intérêt. L'intérêt que j'ai de moins en moins, je vais vous dire, les amis, par rapport à la boxe. Parce que quand on nous propose des choses comme ça, là, Triple G, Canelo, vraiment, à force d'attendre, je pense que moi, je vais m'intéresser à des films, je vais aller au cinéma, puis j'irai pas voir leur combat qui arrivera quoi ? Qui va arriver dans 5 ans, qui va arriver dans 6 ans, qui va arriver dans 10 ans, quand Canelo n'aura plus de cheveux orange et n'aura que des cheveux gris. C'est lamentable, c'est lamentable. Je veux dire, je pense que je vais tourner ma page boxe, simplement à devenir historien de la boxe. On reparler des combats de Marvin Hagler, reparler des combats d'Henry Armstrong, parce que c'est tellement pénible de les voir se foutre de notre gueule comme ça, et de les voir aussi ne pas avoir l'envie de prendre tout de suite un adversaire. Voilà, prendre le nom qu'on t'appose à chaque conférence de presse. T'as pas envie, t'es même pas énervé au point de vouloir monter sur le ring et d'en finir avec cette histoire. Mais on t'avoue, quoi. On t'avoue. Mais Marvin Hagler, il doit être dégoûté, quoi. Même Léonard doit être dégoûté, Tommy Hearns dégoûté, quoi. Ces mecs-là, ils se prenaient directement. Ils attendaient pas 5 ans. Hein. Ils se prenaient directement. Et regardez leurs yeux avant de commencer le combat. Les mecs, c'était des boxeurs. Et voilà. Donc, en termes d'été, un été finalement riche avec plein de petits événements, mais je pense pas des choses qui vont marquer l'histoire. L'été 2016 va pas marquer l'histoire. Aussi, je pense que, on parlait de Tony Yoka, je pense que la catégorie des lourds va rester dans son marasme pendant un long moment, et ça, la faute à personne, pas de chance, mais Deontay Wilder, c'est mi-juillet, c'est cassé la main sur Chris Arreola. Hands look like, as you can see, it's very, very swollen right now. With the pins just sticking out of my flesh a little bit, but it'll be all right where I dislocate it. And as you can see, my bicep, as I flex my arm, is going in because my muscle is torn. But, I'm in good
good spirit, and I'll be back soon. Stay tuned, Bomb Squad. Et on voit qu'il avait beaucoup de courage parce qu'il a continué le combat en ayant une main cassée et une rupture du biceps aussi. Donc, rupture du biceps, main cassée, et il arrive encore à gagner le combat, à dominer un combat. Le mec est incroyable. Mais pour avoir réussi à faire ça, je pense qu'il va payer les pots cassés sur les 2 prochaines années. Et c'est malheureux parce que on était proche d'un grand combat entre Wilder et Joshua. Well, that reputation for durability is well deserved, but how much longer can this go on? And it's stopped, it's over, done, inside 2 rounds. Kingpin just got bowled over. Qui est, à mes yeux, le grand combat de notre génération. Et malheureusement, à cause de ça, ça va pas arriver dans les temps qu'on se pensait, ça va pas arriver en 2017, parce que là, Wilder, avec 2 énormes blessures comme ça, forcément, c'est logique, il va devoir prendre son temps, il va devoir revenir, pour revenir à son meilleur niveau, il va devoir avoir besoin de temps, avoir besoin de combats faciles au début, ce qui est normal, ce qui est logique, et de combats moyennement difficiles ensuite, avant d'avoir un combat difficile, parce qu'il faut qu'il se remette de blessures comme ça. Et on a appris, il a avoué que c'était la 3e fois qu'il avait une blessure à la main, et la 2e fois qu'il se faisait opérer. Donc là, ça devient sérieux. Et à cause de ça, moi qui suis pro Wilder, maintenant, à cause de ça, à cause de ses pépins physiques, je ne pourrai plus jamais mettre dans un très très grand combat Wilder comme favori, parce que Wilder maintenant a un handicap, et un véritable handicap à cause de sa main. Et donc, d'une part, on va pas avoir les grands sommets de combat maintenant, et d'autre part, s'ils arrivent, ils arriveront avec un Wilder quand même, je trouve, affaibli, et d'une façon ou d'une autre, quand même affaibli. Même si, en talent pur, je crois qu'il reste devant tout le monde en ce moment. Est-ce que vous êtes classé dans la catégorie humain? Négatif, je suis une mythe en pullover. Aussi, on a appris que Klitschko Fury va peut-être pas se faire, parce que Klitschko est en procès, intente un procès à Fury, parce que Fury essaye de changer les termes de leur contrat tout le temps. C'est vraiment de la clownerie intégrale, c'est d'une clownerie que... Enfin, c'est abusé, quoi. Je veux dire, on n'est pas dans un sketch de Saturday Night Live, quoi. Et c'est rigolo à un moment, parce que quand on a un peu de second degré, le Fury peut nous faire rire, mais en attendant, nous, et je parle même pour les plus jeunes que moi qui suivent la page, on vieillit. Nous tous, on vieillit. C'est-à-dire que le temps passe. Et c'est quand même abusé que notre génération, pour avoir des grands moments de boxe, on doit toujours se retourner vers le passé. On doit toujours aller voir les anciens. On est obligé de faire ça pour avoir les grands combats de boxe. Il faut que notre génération ait les grands combats de boxe chez les poids lourds. Voilà. Parce que maintenant, ce phénomène-là, du grand combat de boxe poids lourd qui a magnétisé pratiquement l'humanité entière, etc., ça fait partie du passé. C'est un phénomène du passé, définitivement. Parce qu'il y a plusieurs générations, là, il y a maintenant presque 2 générations qui ont tout détruit. Merci les frères Klitschko, d'ailleurs, qui ont tout détruit. Ça n'intéresse plus personne. Et c'est pas un seul grand poids lourd qui va réunifier le titre, qui va remettre cette émulation pour le grand combat poids lourd. Je pense que il va falloir au moins 2 énormes champions pour remettre ce phénomène légendaire qui est le championnat du monde des poids lourds unifiés en marche. Pour que ça marche auprès du public, il ne faudra pas seulement un grand champion, il en faudra même 2. Si c'est dans la même génération, c'est génial. Il y en faudra même, je pense même 3 dans la même génération qui s'affrontent pendant, je dirais, plusieurs années. Il faudrait une génération Ali Norton, Foreman Frazier pendant 5-6 ans, je pense au moins, qui s'affrontent à chaque fois, que ça crée un enthousiasme. Mais voilà, c'est un peu triste.
Donc voilà mes pensées, toutes les pensées que j'avais pour cet été. Je vous prépare plein de vidéos, pas que des vidéos de boxe, mais ça arrive, des vidéos aussi sur autre chose qui me tient à cœur, et j'espère que ça va vous plaire. J'espère que la rentrée se passe bien pour vous, et que la rentrée aussi au gym se passe bien pour vous, pour se remettre en forme. L'automne arrive vite, faites attention, les rhumes arrivent. Je ne sais pas quoi vous dire, à part portez-vous bien. Et puis, je vais essayer de faire des vidéos dès que des grands combats arrivent. Je vous dis, je suis moyennement enthousiaste à payer. J'ai regardé les prix, je payais $80 pour Canelo Smith. Et Triple G Kell Brook, je suis moyennement. Ça me fait un peu chier, quoi. Donc, je vais quand même essayer de les regarder et de vous faire une vidéo après ça. Voilà. Et portez-vous bien, les amis. J'attends vos commentaires. C'est une vidéo faite à l'arrache, hein, parce que je viens juste de m'installer. Et je vous ferai des vidéos d'un meilleur niveau dans le futur. J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. À bientôt, les amis.